Ma femme a abandonné son propre fils autiste il y a 10 ans. Elle s'est enfuie avec un amant plus jeune et n'a plus jamais regardé en arrière. Moi, je suis resté. J'ai élevé ce garçon comme s'il était de mon propre sang. J'ai passé des nuits blanches. J'ai dépensé chaque centime que j'avais en thérapie, en éducation spécialisée. Surtout, en amour. Et vous savez ce qui s'est passé? À 18 ans, Lucas a créé une application évaluée à 46 millions de dollars. 46 millions. Je me souviens encore du jour où les investisseurs ont appelé. Lucas m'a regardé avec ses yeux brillants et m'a dit « Papa, on a réussi ». Et c'est exactement à ce moment-là, alors que notre vie allait enfin changer pour le meilleur, qu'elle est réapparue. Fernanda est revenue. Sauf que cette fois, elle n'est pas venue avec des excuses, mais avec une avocate et une assignation en justice. Elle voulait la moitié de tout ce que Lucas avait accompli. Notre avocat a analysé le dossier et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Robert, nous pourrions perdre. » J'étais anéanti. 10 ans à élever ce garçon, 10 ans de sacrifice, et maintenant elle pouvait simplement débarquer et tout emporter. Mais Lucas m'a surpris une fois de plus. Il a posé sa main sur mon épaule et a chuchoté avec un calme que je ne lui avais jamais connu. « Papa, laisse-la parler. J'ai un plan. » Pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là, je dois remonter 10 ans en arrière. J'ai rencontré Fernanda à un moment compliqué de ma vie. Je venais de divorcer et j'étais complètement perdu. Elle est apparue comme un rayon de soleil. Elle était belle, charismatique et avait un fils de 8 ans nommé Lucas. Le garçon était différent des autres enfants, mais je n'en comprenais pas encore la raison. Lucas ne regardait pas dans les yeux quand il parlait. Il avait des routines très spécifiques et devenait extrêmement nerveux quand quelque chose sortait de l'ordinaire. Fernanda me disait qu'il était simplement timide, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Un mois après notre mariage, le diagnostic est tombé. Lucas était autiste et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Fernanda ne l'a pas bien accepté. Elle pensait que l'autisme était quelque chose qui se soignait avec de la discipline. Nous nous disputions constamment parce que je défendais Lucas. « Tu le gâtes trop », disait-elle. « Il doit apprendre à être normal. » J'essayais d'expliquer que ça ne fonctionnait pas comme ça, que Lucas avait besoin de soutien et de compréhension, pas de pression. Mais elle ne voulait rien entendre. Au fil des mois, Fernanda a commencé à s'éloigner. Elle passait de plus en plus de temps hors de la maison. Elle disait qu'elle avait besoin de respirer, que s'occuper de Lucas était trop épuisant. J'ai assumé pratiquement toute la responsabilité. Je l'emmenais aux thérapies, je l'aidais pour l'école, je passais des heures à essayer de comprendre son monde. Et vous savez quoi? Je suis tombé amoureux de ce gamin. Lucas était incroyable d'une manière que peu de gens parvenaient à voir. Il avait une mémoire extraordinaire et une capacité de concentration qui m'impressionnait. Quand il s'intéressait à quelque chose, il s'y plongeait tête baissée jusqu'à la maîtriser complètement. À 9 ans, il en savait déjà plus sur les ordinateurs que n'importe quel adulte que je connaissais. C'est un jeudi ordinaire que mon monde s'est écroulé. Fernanda était sortie retrouver une amie et avait oublié son téléphone à la maison. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires des autres, mais l'appareil a commencé à recevoir des messages sans arrêt. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu le nom « Théo » avec un cœur à côté. J'ai eu l'estomac retourné. Les messages étaient clairs. Fernanda avait une liaison depuis au moins 6 mois. Théo avait 28 ans à l'époque, 10 ans de moins qu'elle. Ils prévoyaient de s'enfuir ensemble sur la côte d'Azur. Et le pire de tout, dans les messages, elle qualifiait Lucas de « boulet » et disait qu'elle serait enfin libre de cette responsabilité. Quand Fernanda est rentrée ce soir-là, j'étais assis dans le noir au salon. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai juste demandé « Quand comptais-tu me le dire ?» Elle n'a même pas essayé de nier. En fait, elle a semblé soulagée d'avoir été découverte. « Robert, je ne supporte plus cette vie. Lucas a besoin de soins que je ne peux pas lui donner et Théo me fait me sentir vivante à nouveau. » J'ai demandé pour Lucas. Que adviendra-t-il de lui? Fernanda a haussé les épaules et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Tu t'occupes bien de lui, mieux que je ne l'ai jamais fait. Il sera mieux avec toi. Et ainsi, sans même dire au revoir à son propre fils, elle a pris une valise et est partie. Lucas dormait. Il n'a jamais eu la chance de lui dire adieu. Le lendemain matin, Lucas s'est réveillé et a demandé où était sa mère. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à un enfant que sa propre mère a choisi de l'abandonner? Je me suis assis avec lui sur le lit et je lui ai dit la vérité le plus doucement possible. Maman a dû partir, mon fils, mais je suis là et je te promets que je serai toujours là. Lucas m'a regardé longuement.
Les personnes autistes ont parfois du mal à traiter les émotions complexes, mais à ce moment-là, j'ai vu dans ses yeux une compréhension profonde. Il m'a tenu la main et a dit, « Tu ne vas pas partir toi aussi, n'est-ce pas ?» Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai répondu, « Jamais, fils, jamais. » Les premiers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Je travaillais aux horaires de bureau et je devais encore gérer tous les besoins de Lucas. Les thérapies étaient chères et la mutuelle ne couvrait pas tout. J'ai commencé à faire des travaux supplémentaires le soir. Je dormais 4 heures par nuit, la plupart du temps. Mais peu à peu, nous avons trouvé notre rythme. Lucas a commencé à se développer d'une manière que les médecins n'attendaient pas. L'école spécialisée que nous avons trouvée a été fondamentale. Là-bas, il a rencontré des professeurs qui comprenaient sa façon différente d'apprendre et parvenaient à tirer le meilleur de lui. Quand Lucas a eu 12 ans, un professeur d'informatique a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Lucas ne comprenait pas seulement la programmation, il pensait en code. C'était comme si la logique des ordinateurs faisait parfaitement sens pour son cerveau, d'une manière que le monde réel ne faisait parfois pas. Je n'avais pas d'argent pour des cours avancés de programmation, mais je me suis souvenu de ma voiture, une berline que j'avais achetée des années auparavant et qui était mon seul bien de valeur. Je l'ai vendue à un prix inférieur au marché parce que j'avais besoin d'argent rapidement. Avec cette somme, j'ai payé une année de cours intensifs dans une école de technologie. Lucas s'est épanoui dans cet environnement. Alors que d'autres élèves luttaient pour comprendre les concepts de base, lui créaient déjà des programmes complexes. Les professeurs ont commencé à le traiter non pas comme un élève, mais comme un collègue. À 15 ans, il avait déjà créé 3 petites applications qui généraient un revenu modeste. C'est à 17 ans que tout a changé. Lucas a passé des mois à travailler sur un projet secret. Il sortait à peine de sa chambre, complètement immergé dans des lignes de code. Je lui apportais à manger et j'essayais de le faire se reposer, mais il était obsédé comme seules les personnes atteintes de sa condition peuvent l'être. L'application qu'il a créée résolvait un problème auquel des millions de personnes étaient confrontées quotidiennement, l'organisation financière personnelle. Mais contrairement aux autres applications du marché, celle de Lucas utilisait l'intelligence artificielle de manière innovante. Elle apprenait les habitudes de dépenses de l'utilisateur et faisait des prévisions précises sur son avenir financier. Quand Lucas m'a finalement montré le projet terminé, je n'ai pas compris la moitié des explications techniques, mais j'ai compris la lueur dans ses yeux. C'était l'œuvre de sa vie. Il a publié l'application sur une boutique virtuelle et en 3 mois, il avait déjà plus d'1 million d'utilisateurs actifs. Les entreprises technologiques ont commencé à appeler. D'abord, c'était des propositions modestes, 100 000, 500 000, 1 million. Lucas les refusait toutes. Ce n'est pas encore prêt, disait-il. L'application peut être bien plus grande. Et il avait raison. Le jour où Lucas a eu 18 ans, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde a appelé. Il voulait acheter l'application et engager Lucas comme consultant. L'offre, 46 millions de dollars. Je me souviens que mes jambes ont tremblé quand il me l'a annoncé. Ce garçon qui avait été abandonné par sa propre mère valait maintenant plus que je n'avais jamais rêvé. Nous avons célébré cela simplement, comme Lucas l'aimait, une pizza de son endroit préféré et un film à la maison. Ce soir-là, avant de dormir, il m'a serré dans ses bras et a dit « Merci de ne jamais avoir abandonné, papa. » J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Tout cela en avait valu la peine. 2 semaines après la finalisation de la vente, j'ai reçu un appel au travail. C'était une voix féminine que je n'avais pas entendue depuis 10 ans. « Robert, c'est moi, Fernanda. Nous devons parler de Lucas. » Mon sang s'est glacé. Comment l'avait-elle découvert? Pourquoi maintenant? Je ne voulais pas la rencontrer, mais elle a insisté sur le fait que c'était important. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café du centre-ville. Quand je l'ai vue, je l'ai à peine reconnue. Elle paraissait plus vieille qu'elle ne l'était, avec des cernes profonds et un air de désespoir. Théo n'était nulle part. Fernanda a raconté que sa relation avec Théo s'était terminée il y a des années. Il l'avait quitté quand son argent s'était épuisé. Depuis, elle traversait de graves difficultés financières. J'ai vu les nouvelles sur Lucas sur Internet, a-t-elle dit. 46 millions, Robert. Et je suis sa mère biologique. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu l'as abandonné. Fernanda, ça fait 10 ans. Tu n'as même pas envoyé une carte d'anniversaire. Elle s'est penchée sur la table et a dit avec un sourire qui m'a donné des frissons. Légalement, je n'ai jamais renoncé à la garde, je n'ai jamais signé aucun document. Et les mineurs ne peuvent pas signer des contrats de cette valeur sans l'autorisation des parents biologiques.
Mon monde s'est effondré pour la deuxième fois. J'ai couru voir notre avocat, Maître Henry, un ami de longue date qui nous avait aidés pour des questions mineures au fil des ans. Il a analysé la situation et a confirmé mes pires craintes. Robert, elle a raison. Techniquement, tu n'as jamais officialisé l'adoption. Et sans cela, elle a encore des droits sur Lucas. L'avocate de Fernanda, Maître Patricia, était connue pour ses dossiers agressifs impliquant des disputes familiales et de grosses sommes d'argent. Elle a intenté une action exigeant que le contrat de vente de l'application soit annulé pour avoir été signé par un mineur sans le consentement de la mère biologique. Alternativement, elle exigeait la moitié de la valeur totale en guise de compensation. 23 millions de dollars. C'était ce que Fernanda voulait. La moitié de tout ce que Lucas avait conquis par son travail acharné. Maître Henry a été honnête avec moi. Ses chances sont réelles, Robert. Le système juridique valorise beaucoup les droits des parents biologiques et elle n'a jamais formellement renoncé à ses droits. J'ai dû le dire à Lucas. Il a tout écouté en silence, traitant chaque mot. Quand j'ai terminé, il n'a pas explosé comme je m'y attendais. Au lieu de cela, il est allé à son ordinateur et a commencé à taper. « Qu'est-ce que tu fais, fils ?» ai-je demandé. « Je prépare notre défense », a-t-il répondu sans quitter l'écran des yeux. Lucas a passé des jours à travailler sur quelque chose qu'il ne me montrait pas. Je lui faisais confiance, mais j'étais inquiet. L'audience était fixée un mois plus tard. Maître Henry avait préparé la meilleure défense possible, mais il admettait lui-même ne pas avoir beaucoup d'espoir. La veille de l'audience, Lucas m'a finalement appelé dans sa chambre. Sur l'écran de l'ordinateur, il y avait un dossier avec des dizaines de fichiers audio. « Papa, tu te souviens que quand j'étais petit, j'enregistrais tout sur la tablette que tu m'avais offerte. » Je m'en souvenais. C'était une façon pour lui de traiter le monde, de réécouter les choses. « Je n'ai jamais rien effacé », a continué Lucas. Et ici, il y a tout ce que Fernanda disait sur moi quand elle pensait que personne n'écoutait. Il a appuyé sur lecture sur l'un des fichiers. La voix de Fernanda a rempli la pièce. « Ce garçon est un boulet. Si je pouvais, je retournerais en arrière et je ne l'aurais jamais eu. » Il y en avait plus, beaucoup plus. Des audios d'elle disant qu'elle souhaitait que Lucas disparaisse. Chaque enregistrement était comme un coup de poignard dans mon cœur. Lucas avait entendu tout cela et l'avait gardé en lui pendant toutes ces années. Le matin de l'audience, je suis entré au tribunal le cœur lourd, mais avec une petite lueur d'espoir. Fernanda était là, habillée élégamment, avec une expression de confiance qui m'irritait profondément. Maître Patricia semblait tout aussi sûre d'elle avec un dossier plein de documents juridiques. La juge, une femme sérieuse aux cheveux gris, a ouvert la séance. Maître Patricia a présenté son argumentation en premier, dépeignant Fernanda comme une mère repentie qui avait été éloignée de son fils par un beau-père contrôlant. C'était un mensonge complet, mais elle le racontait avec habileté. Maître Henry a présenté notre défense, 10 ans d'abandon, absence de tout contact ou soutien financier et le fait que tout le succès de Lucas venait de notre effort commun, sans aucune participation de Fernanda. Mais la juge semblait hésitante. Les droits parentaux sont un territoire complexe. C'est alors que Lucas a demandé la parole. Il s'est levé lentement avec cette posture caractéristique qui est la sienne lorsqu'il est concentré sur quelque chose d'important. « Madame le juge, puis-je présenter une preuve ?» La juge l'a autorisé. Lucas a connecté son ordinateur portable au système audio du tribunal. Le premier audio a rempli la salle. La voix de Fernanda était inconfondible. « Ce garçon autiste a gâché ma vie. J'aurais dû le donner à l'adoption quand il était encore bébé. » Le visage de Fernanda a perdu toute sa couleur. Elle s'est tournée vers son avocate, paniquée, mais il était trop tard. Lucas a joué d'autres enregistrements. L'une après l'autre, les paroles cruelles de Fernanda résonnaient dans le tribunal. À chaque audio, l'expression de la juge devenait plus sombre. Fernanda a essayé d'interrompre, mais la juge a ordonné le silence. Quand Lucas a terminé, il a regardé directement la femme qui aurait dû être sa mère et a dit « J'ai gardé ces enregistrements parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi tu me détestais tant. Je pensais que peut-être un jour je découvrirais que j'avais fait quelque chose de mal, mais maintenant je sais que le problème, ce n'était pas moi. » La juge a levé la séance pour délibérer. Cela n'a pas pris longtemps. Elle est revenue avec une décision qui a laissé Fernanda en état de choc. Non seulement la demande a été intégralement rejetée, mais la juge a déclaré que les enregistrements démontraient clairement un abandon affectif. Fernanda a perdu tout droit qu'elle pouvait encore avoir sur Lucas. Plus que cela, la juge a reconnu formellement ma paternité sur Lucas.
Après 10 ans, j'étais enfin légalement son père. Quand le marteau a frappé pour confirmer la décision, Lucas m'a serré dans ses bras au milieu du tribunal. « Merci d'être resté », a-t-il chuchoté. « Merci d'être mon vrai père. » Fernanda a quitté le tribunal vaincue. Elle a encore essayé de m'aborder sur le parking en demandant une seconde chance. J'ai simplement répondu, « Tu as eu 10 ans pour être la mère de Lucas. Chaque jour a été une chance que tu as gâchée. » Elle n'avait plus d'arguments. Une semaine après l'audience, Lucas m'a appelé pour une conversation sérieuse. « Papa, je veux faire quelque chose avec l'argent, quelque chose qui fasse la différence. » Il m'a montré un projet, une fondation pour soutenir les enfants autistes abandonnés ou rejetés par la famille. Lucas a fait don de 10 millions de dollars pour créer la fondation. Elle offre des thérapies gratuites, un soutien éducatif, surtout, un endroit où ces enfants se sentent acceptés. La devise de la fondation, « Différent ne veut pas dire inférieur ». C'étaient les mots que je répétais à Lucas tous les soirs quand il était petit. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la fondation a déjà aidé plus de 2000 enfants. Lucas travaille comme consultant en technologie pour plusieurs entreprises et continue de développer des projets innovants. Il n'a plus jamais parlé à Fernanda et elle n'a plus jamais tenté de nous contacter. Parfois, quand je vois Lucas donner des conférences sur la technologie et l'inclusion, je me souviens de ce petit garçon qui me demandait si j'allais partir moi aussi. Et je me souviens de la promesse que j'ai faite. Jamais, fils, jamais. Certaines promesses sont faciles à faire, mais celles qui comptent vraiment sont celles que l'on tient même quand tout semble impossible. Si vous traversez une situation difficile, que ce soit en prenant soin de quelqu'un de spécial ou en affrontant des personnes qui ne croient pas en vous, je veux que vous sachiez une chose, l'amour véritable ne renonce pas. Il persiste, il transforme et à la fin, il gagne toujours. Parce que ceux qui restent sont ceux qui comptent vraiment. Bienvenue sur les liens du passé.